La famille Nkwa vivait modestement, mais heureuse. Le père, instituteur, aimait raconter des histoires à ses enfants. La mère, vendeuse au marché, mettait toujours de côté un petit morceau de viande pour faire plaisir aux siens. Malgré la pauvreté, leur maison résonnait de rire et d'amour. Marthe, la voisine des Nkwa, vivait à quelques pas de leur maison. C'était une femme d'une quarantaine d'années, célibataire, sans enfant, et connue dans le quartier pour son caractère amer. Elle passait ses journées à vendre des beignets au coin de la rue, observant les allées et venues des voisins. La joie des Nkwa, qu'elle voyait chaque jour, la dérangeait profondément. Leur rire, les chansons de Sophie, les histoires de Paul, tout cela lui rappelait ce qu'elle n'avait jamais eu, une famille unie, un foyer rempli d'amour. Marthe n'était pas mauvaise au fond, mais la solitude et l'envie avaient pris racine dans son cœur. Elle se demandait pourquoi la vie avait été si généreuse avec les Nkwa et si cruelle avec elle. Cette question la hantait, et peu à peu, une idée sombre germa dans son esprit. Elle voulait voir leur bonheur s'effondrer. Un soir, alors qu'elle balayait sa cour, Marthe entendit les éclats de rire des enfants Nkwa. Ce son, si pur, la mit en colère. Elle se dit, pourquoi eux? Pourquoi pas moi? C'est alors qu'elle décida d'agir. Elle savait que la force des Nkwa reposait sur la confiance entre Paul et Sophie. Si elle pouvait briser cette confiance, leur bonheur s'écroulerait comme un château de cartes. Marthe inventa une histoire cruelle. Elle raconterait qu'elle avait vu Paul avec une autre femme, une maîtresse qu'il cachait. Elle n'avait aucune preuve, mais elle savait que les rumeurs voyagent vite dans le quartier. Une parole bien placée pouvait faire des ravages. Le lendemain, Marthe choisit son moment. Elle aborda une amie de Sophie, Clarisse, qui passait souvent au marché. Avec un air grave, elle lui murmura, « Tu sais, j'ai vu Paul hier soir, près de l'école. Il était avec une femme. Ils avaient l'air très proches. » Clarisse, surprise, demanda des détails, mais Marthe resta vague, laissant juste assez de mystère pour attiser la curiosité. Elle ajouta, « Je ne veux pas causer de problème, mais Sophie mérite de savoir, non ?» Clarisse, bien intentionnée, promit de garder le secret, mais elle ne put s'empêcher d'en parler à une autre amie. En quelques jours, le mensonge de Marthe se répandit comme une traînée de poudre. Les voisins chuchotaient, les regards se faisaient lourds. Marthe, depuis sa véranda, observait la scène avec satisfaction. Elle avait allumé une petite étincelle, mais elle savait que cette étincelle pouvait déclencher un incendie. Ce que Marthe ignorait, c'était l'ampleur du mal qu'elle causait. Elle pensait que son mensonge ne ferait que semer un peu de discorde, peut-être une dispute passagère. Mais elle sous-estimait la puissance des mots. Dans un quartier où tout le monde se connaissait, une rumeur pouvait détruire une réputation, briser un cœur, déchirer une famille. Marthe, consumée par sa jalousie, ne voyait pas les conséquences de ses actes. Elle ne pensait qu'à sa propre douleur, à son envie de voir les Nkwa perdre ce qu'elle n'avait jamais eu. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix lui murmurait que ce qu'elle faisait était mal. Mais elle l'ignora, convaincue que sa vengeance serait douce. Cette jalousie silencieuse, cachée derrière un sourire de façade, allait bientôt transformer une maison pleine de joie en un champ de bataille émotionnel. Le mensonge de Marthe atteignit Sophie un soir, alors qu'elle rentrait du marché, épuisée mais souriante. Clarisse, son amie, l'attira à l'écart et, avec une voix hésitante, lui rapporta ce qu'elle avait entendu. Paul aurait été vu avec une autre femme. Sophie sentit son cœur se serrer. Elle connaissait Paul depuis des années, l'avait épousé par amour, et jamais elle n'avait douté de lui. Mais les mots de Clarisse, même prononcés avec douceur, plantèrent une graine de méfiance dans son esprit. Elle demanda, « Tu es sûre? Qui l'a vu ?» Clarisse, mal à l'aise, cita Marthe, ajoutant qu'elle ne voulait pas causer de problème. Sophie hocha la tête, mais une tempête se levait en elle. Ce soir-là, quand Paul rentra, Sophie ne l'accueillit pas avec son habituel sourire. Elle prépara le dîner en silence, ses pensées tourbillonnant. Paul, fatigué par une longue journée, ne remarqua pas tout de suite ce changement. Mais quand il demanda à Sophie pourquoi elle semblait distante, elle répondit froidement, « Rien, je suis juste fatiguée. » Les enfants, assis à table, sentirent une tension inhabituelle. Élodie, l'aînée, échangea un regard inquiet avec Samuel. Marie, trop jeune pour comprendre, demanda pourquoi maman ne chantait pas comme d'habitude.
Sophie força un sourire, mais son cœur était lourd. Les jours suivants, Sophie observa Paul. Chaque détail devenait suspect, un retard de quelques minutes, un regard distrait, une conversation au téléphone. Elle se demandait si Marthe disait vrai. Pourquoi une voisine inventerait-elle une telle histoire? Sophie voulait croire en son mari, mais le doute, comme un poison lent, s'infiltrait dans son esprit. Elle se souvenait de leur rencontre, des promesses qu'ils s'étaient faites, de leur amour si fort. Mais la peur de la trahison était plus forte. Au lieu de parler à Paul, elle garda tout pour elle, pensant que le silence protégerait son cœur. Paul, de son côté, sentait que quelque chose n'allait pas. Sophie était devenue distante, ses mots plus secs, ses regards moins tendres. Il essaya de lui parler, mais elle esquivait, prétextant le travail ou la fatigue. Une soir, il insista, « Sophie, dis-moi ce qui ne va pas. On a toujours tout partagé. » Mais Sophie, déchirée entre l'amour et le doute, répondit, « Laisse-moi tranquille, Paul. » Ces mots, prononcés avec froideur, blessèrent Paul profondément. Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Pour la première fois, il se sentit rejeté dans sa propre maison. Les enfants, témoins de cette tension, commencèrent à changer. Élodie, habituellement bavarde, se replia sur elle-même. Samuel devint plus agité, posant des questions auxquelles personne ne répondait. Marie pleurait souvent, demandant pourquoi ses parents ne riaient plus. La maison, autrefois un refuge de joie, devenait un lieu où le silence pesait lourd. Sophie, en gardant le doute pour elle, pensait protéger sa famille. Mais ce silence creusait une fissure dans leur bonheur. Elle ne savait pas que cette fissure, née d'un simple mensonge, allait bientôt devenir une fracture impossible à réparer. Le doute, qu'elle laissait grandir, était comme une termite rongeant les fondations de leur foyer. Bientôt, cette maison pleine d'amour risquait de s'effondrer, emportant avec elle les rires, les rêves et l'unité des Nkwa. Encouragée par le succès de son premier mensonge, Marthe ne s'arrêta pas là. Elle voyait que son histoire avait semé le trouble chez les Nkwa, et cela alimentait son envie de continuer. Elle voulait que leur bonheur, qu'elle enviait tant, disparaisse complètement. Alors, elle inventa de nouvelles rumeurs, plus cruelles encore. Un matin, elle aborda un groupe de femmes au marché, avec un air de confidence, raconta que Paul dépensait son salaire dans des bars avec d'autres femmes. Il gagne bien, mais regardez la maison des Nkwa, toujours aussi pauvre. Où passe l'argent, dit-elle en haussant les épaules. Les femmes, surprises, commencèrent à murmurer entre elles. Certaines, par curiosité, répétèrent l'histoire à d'autres voisins. En quelques jours, le quartier entier parlait de Paul. Les gens, qui autrefois admiraient sa droiture, le regardaient maintenant avec suspicion. Au marché, Sophie entendait des chuchotements, « Pauvre Sophie, elle travaille si dur, et lui, il gaspille tout. » Ces paroles, bien que vagues, renforçaient ses doutes. Elle se demandait pourquoi tant de gens parlaient de son mari. Les rumeurs, comme un feu de broussailles, se propageaient rapidement, et personne ne cherchait à vérifier leur véracité. Marthe, depuis sa véranda, observait la situation avec un sourire discret. Elle avait réussi à faire douter tout le monde, y compris Sophie. Paul, lui, commençait à sentir le poids des regards. Ses collègues à l'école lui posaient des questions étranges, comme s'il savait quelque chose qu'il ignorait. Un jour, un voisin osa lui demander, « Paul, ça va à la maison? On entend des choses. » Paul, choqué, répondit qu'il n'avait rien à cacher. Mais les mots du voisin restèrent dans son esprit. Il se sentait humilié, trahi par ceux qu'il considérait comme des amis. Au lieu de chercher à comprendre d'où venaient ces rumeurs, il se referma sur lui-même. Il parlait moins, riait moins, et passait plus de temps seul après le travail. Il ne voulait pas inquiéter Sophie, déjà distante, mais son silence ne faisait qu'aggraver les choses. Sophie, de son côté, entendait de plus en plus d'histoires. Une amie lui dit un jour, « On raconte que Paul a une autre famille ailleurs. » Ces mots, bien que sans preuve, étaient comme une lame dans son cœur. Elle se souvenait des moments où Paul rentrait tard, expliquant qu'il corrigeait des copies. Était-ce vrai? Elle ne savait plus quoi croire. Les mensonges de Marthe, amplifiés par les bavardages du quartier, avaient transformé l'image de Paul en celle d'un homme infidèle et irresponsable. Sophie, blessée, ne voyait plus l'homme qu'elle avait aimé, mais un étranger qu'elle soupçonnait. Et la maison des Nkwa,
autrefois un lieu de paix, devenait un terrain miné. Les repas en famille, jadis joyeux, étaient maintenant silencieux. Paul, blessé par les accusations implicites de Sophie, ne savait pas comment se défendre. Il se demandait pourquoi sa femme, son alliée de toujours, ne lui faisait plus confiance. Les mensonges de Marthe avaient créé un mur entre eux, un mur fait de doutes et de silence. Ce mur grandissait chaque jour, menaçant d'engloutir leur amour. Marthe, elle, continuait à observer, satisfaite de voir son plan fonctionner, sans se rendre compte qu'elle détruisait non seulement une famille, mais aussi sa propre humanité. Le doute qui s'était installé dans le cœur de Sophie grandissait comme une mauvaise herbe. Chaque regard, chaque geste de Paul était désormais analysé. S'il rentrait tard, elle imaginait le pire. S'il répondait brièvement, elle y voyait un signe de culpabilité. Sophie, autrefois si confiante en son mari, était maintenant prisonnière de ses pensées. Elle voulait lui parler, lui demander la vérité, mais la peur de ce qu'elle pourrait découvrir la paralysait. Et si les rumeurs étaient vraies? Et s'il l'avait vraiment trahi? Ces questions la hantaient jour et nuit. Pour confirmer ses soupçons, Sophie commença à surveiller Paul. Elle vérifiait son téléphone en cachette, guettait ses horaires, et posait des questions détournées. « Où étais-tu hier soir » demandait-elle, feignant la curiosité. Paul, honnête, répondait toujours, mais il sentait que ses réponses ne suffisaient pas. Sophie ne le croyait plus. Chaque explication semblait creuse, chaque mot semblait cacher un mensonge. Ce manque de confiance blessa Paul profondément. Il avait toujours été un homme droit, dévoué à sa famille. Être accusé sans raison le mettait en colère. Un soir, excédé, il cria, « Sophie, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me traites comme ça ?» Elle répondit, les larmes aux yeux, « Tu le sais très bien. » Mais elle n'osa pas dire ce qu'elle avait entendu. Cette dispute marqua un tournant. Paul, fatigué d'être jugé, devint distant. Il rentrait tard exprès, non pas parce qu'il faisait quelque chose de mal, mais pour éviter les tensions à la maison. Sophie, voyant cela, y trouva une confirmation de ses doutes. Le cercle vicieux s'amplifiait, plus elle doutait, plus il se refermait, plus il se refermait, plus elle doutait. L'amour qui les unissait, si fort autrefois, s'effritait sous le poids de la méfiance. Les mots doux avaient laissé place à des reproches, les regards tendres à des silences lourds. Les enfants, témoins de cette transformation, souffraient en silence. Élodie, l'aînée, comprenait que quelque chose de grave se passait. Elle essayait de parler à sa mère, mais Sophie, absorbée par ses doutes, ne l'écoutait pas vraiment. Samuel, lui, devenait colérique, se disputant souvent avec ses camarades à l'école. Marie, la plus jeune, pleurait sans raison, cherchant le réconfort de ses parents, qui n'avaient plus la force de lui en donner. La maison, jadis un cocon d'amour, était devenue un lieu où chacun souffrait seul. Le poison du doute avait tout changé. Sophie, en croyant protéger son cœur, détruisait sa famille. Paul, en se refermant, aggravait la situation. Aucun des deux ne voyait que la source de leur malheur était un mensonge, une rumeur sans fondement. Ils étaient victimes d'une toile tissée par Marthe, mais ils laissaient cette toile les étouffer. Leur amour, qui avait résisté à la pauvreté et aux épreuves, semblait maintenant fragile face à des mots inventés. Ce qui rendait la situation encore plus tragique, c'était que ni Paul ni Sophie ne cherchaient à confronter la vérité ensemble. Ils laissaient le doute les séparer, oubliant que leur force avait toujours été leur unité. Cette méfiance, née d'un mensonge, allait bientôt pousser leur famille au bord du gouffre. Les disputes entre Paul et Sophie devinrent quotidiennes. Ce qui était autrefois une maison remplie de rires résonnait maintenant de cris et de pleurs. Les enfants, Élodie, Samuel et Marie, étaient les premières victimes de cette guerre invisible. Ils ne comprenaient pas pourquoi leurs parents, si complices avant, se parlaient avec colère. Chaque soir, les disputes éclataient pour des raisons futiles, un retard, une assiette mal lavée, un regard mal interprété. Les enfants, terrés dans leur chambre, écoutaient, le cœur serré, leurs parents s'éloignaient l'un de l'autre. Élodie, à 14 ans, était la plus consciente du drame. Elle voyait sa mère, Sophie, pleurer en cachette, et son père, Paul, s'enfermer dans un silence pesant. Un jour, elle osa demander à sa mère, « Maman, pourquoi tu cries sur papa ?» Sophie, submergée par ses émotions, répondit vaguement, « Ce sont des affaires d'adultes, ma chérie. » Élodie,
frustrée, se sentit mise à l'écart. Elle commença à se replier sur elle-même, abandonnant peu à peu son rêve de devenir médecin. Comment pouvait-elle penser à l'avenir alors que sa famille s'effondrait? Samuel, 12 ans, réagissait autrement. Sa douleur se transformait en colère. À l'école, il se battait avec ses camarades, répondait mal à ses professeurs. Quand on lui demandait ce qui n'allait pas, il criait « Laissez-moi tranquille ». À la maison, il passait des heures dehors, évitant les disputes. Il ne parlait presque plus à ses parents, convaincu qu'ils ne l'aimaient plus. Marie, la Benjamine de 6 ans, était la plus vulnérable. Elle pleurait souvent, demandant à sa poupée pourquoi papa et maman ne s'aimaient plus. Elle cherchait leur attention, mais Paul et Sophie, pris dans leur propre tourmente, ne voyaient pas sa détresse. Un soir, après une dispute particulièrement violente, Élodie trouva Samuel et Marie blottis ensemble dans leur chambre. Samuel murmura « Papa et maman ne s'aiment plus. On va devenir comme les enfants du voisin, ceux qui vivent sans parents. » Ces mots brisèrent le cœur d'Élodie. Elle essaya de les rassurer, mais au fond, elle avait peur qu'il ait raison. Les enfants, autrefois si joyeux, perdaient leur innocence. Leur maison, leur refuge, n'était plus un lieu sûr. Ils se sentaient comme des otages d'un conflit qu'ils ne comprenaient pas. Ce qui rendait la situation encore plus cruelle, c'était que tout cela venait d'un mensonge. Paul et Sophie, aveuglés par la méfiance, ne voyaient pas l'impact de leur dispute sur leurs enfants. Élodie, Samuel et Marie portaient le poids d'une douleur qu'ils n'avaient pas choisie. Leur sécurité, leur confiance en l'amour, tout s'effritait. Ils grandissaient avec une blessure invisible, celle de voir leur famille se déchirer. Les rires, les jeux, les histoires du soir semblaient appartenir à une autre vie. Les enfants, pris au piège, ne pouvaient qu'attendre, espérant que leurs parents retrouvent la paix. Mais cette paix semblait de plus en plus loin, et leur foyer, jadis un havre d'amour, devenait un champ de bataille où les mots blessaient plus que des coups. Un matin, après une dispute plus violente que les autres, Sophie prit une décision radicale. Elle ne pouvait plus supporter la méfiance, les cris, les silences. La maison, autrefois son refuge, était devenue une prison. Les rumeurs, le doute, la douleur l'avaient épuisée. Elle fit ses valises, les mains tremblantes, et annonça à Paul « Je pars. Je ne peux plus vivre comme ça. » Paul, abasourdi, tenta de la retenir, mais sa voix était faible, brisée par des mois de conflit. Et Sophie, attends, parlons, supplia-t-il. Mais Sophie, les larmes aux yeux, secoua la tête. Elle emmena Élodie et Marie avec elle, laissant Samuel avec Paul. Ce jour-là, la famille Nkwa, si unie autrefois, se brisa en deux. Sophie s'installa chez sa sœur, à l'autre bout de la ville. La maison de sa sœur était petite, mais elle y trouva un semblant de calme. Élodie et Marie, déracinées, pleuraient chaque soir. Élodie, qui comprenait mieux la situation, demandait à sa mère « Pourquoi on a laissé papa et Samuel ?» Sophie, incapable de répondre clairement, murmurait « C'est mieux comme ça. » Mais au fond, elle n'en était pas sûre. Elle aimait encore Paul, mais les rumeurs et le doute l'avaient convaincue qu'il l'avait trahi. Elle se sentait seule, coupable, mais trop fière pour revenir en arrière. Paul, resté dans la maison familiale avec Samuel, était perdu. La maison, autrefois pleine de vie, était maintenant silencieuse, hantée par les souvenirs. Les jouets de Marie traînaient dans un coin, intacts. Les vêtements de Sophie restaient dans l'armoire, comme un rappel cruel de son absence. Paul essayait de rester fort pour Samuel, mais son fils voyait sa douleur. Samuel, déjà en colère, devint encore plus distant. Il passait ses journées dehors, évitant son père. Paul, lui, se noyait dans le travail, corrigeant des copies jusqu'à tard dans la nuit pour ne pas penser à sa famille éclatée. Les voisins, témoins de la séparation, étaient partagés. Certains blâmaient Paul, croyant les rumeurs. D'autres plaignaient Sophie, pensant qu'elle avait été trahie. Personne ne cherchait la vérité. Marthe, la voisine jalouse, observait de loin, satisfaite de voir son plan aboutir. Mais même elle ne mesurait pas l'ampleur du désastre qu'elle avait causé. La séparation des Nkwa n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle. Les enfants, séparés entre leurs parents, souffraient d'un vide immense. Élodie écrivait des lettres à Samuel, qu'elle n'osait pas envoyer. Samuel, de son côté,
gardait une photo de sa mère sous son oreiller, mais refusait de l'admettre. La maison des Nkwa, jadis un lieu de rire et de chansons, n'était plus qu'un champ de ruines émotionnelles. Les murs portaient encore les traces de leur bonheur, les dessins des enfants, les marques des repas partagés, mais l'âme du foyer avait disparu. Paul et Sophie, chacun de leur côté, se demandaient où tout avait basculé. Ils ne savaient pas que la réponse se trouvait dans un simple mensonge, une rumeur qui avait grandi jusqu'à détruire leur famille. Ce jour-là, ils avaient perdu plus qu'un mariage, ils avaient perdu la confiance, l'unité, et le bonheur qu'ils avaient construit ensemble. Quelques mois après la séparation, Marthe, la voisine jalouse, tomba gravement malade. Allongée sur son lit, seule, elle fut rongée par la culpabilité. Les images de la famille Nkwa, brisée par ses mensonges, hantaient ses nuits. Elle se souvenait des rires des enfants, de la complicité de Paul et Sophie, et réalisait l'ampleur du mal qu'elle avait causé. Un jour, incapable de supporter ce poids, elle décida d'avouer. Elle appela Clarisse, l'amie de Sophie, et lui confessa tout. Elle avait inventé l'histoire de l'infidélité de Paul. Il n'y avait jamais eu d'autre femme, jamais eu d'argent gaspillé. Tout était faux, né de sa jalousie. Clarisse, choquée, répandit la vérité dans le quartier. Bientôt, tout le monde sut que Paul était innocent. Les voisins, qui avaient colporté les rumeurs, se sentirent coupables. Certains allèrent voir Paul pour s'excuser, d'autres murmurèrent que Sophie aurait dû lui faire confiance. La vérité, enfin révélée, aurait dû apporter du soulagement, mais elle arriva trop tard. Le mal était fait. La famille Nkwa était déjà détruite, leurs liens brisés par des mois de méfiance et de douleur. Paul, en apprenant la confession de Marthe, sentit une colère immense, suivie d'une profonde tristesse. Il n'avait jamais trahi Sophie, et pourtant, il avait tout perdu. Il pensa à aller la voir, à lui expliquer, mais la honte et la douleur l'en empêchèrent. Sophie, de son côté, fut dévastée par la nouvelle. Elle avait laissé un mensonge détruire son mariage, son foyer. Elle pleura des nuits entières, se reprochant de ne pas avoir parlé à Paul, de ne pas lui avoir fait confiance. Mais la fierté et la blessure étaient trop profondes pour qu'elle fasse le premier pas. Les enfants, eux, furent les plus touchés. Élodie, en apprenant la vérité, sentit une colère sourde contre Marthe, mais aussi contre sa mère. « Pourquoi tu n'as pas cru papa ?» demanda-t-elle un jour. Sophie, incapable de répondre, baissa les yeux. Samuel, lui, refusa d'en parler. Il avait déjà appris à vivre avec la douleur de la séparation, et la vérité ne changeait rien pour lui. Marie, trop jeune pour tout comprendre, demandait sans cesse quand ils rentreraient tous à la maison. La vérité, au lieu de réparer, rouvrit des blessures. Marthe, affaiblie par sa maladie, tenta de s'excuser. Elle envoya un message à Sophie, lui demandant pardon. Mais Sophie, encore blessée, ne répondit pas. Marthe mourut peu après, emportant avec elle le poids de son acte. Sa confession avait libéré la vérité, mais pas la famille Nkwa. Leur maison, autrefois un lieu de joie, restait divisée. Paul et Sophie, bien qu'innocents, ne pouvaient effacer les mois de disputes, de méfiance, de silence. La vérité, bien qu'éclatante, ne suffisait pas à recoller les morceaux d'un amour brisé. Elle montrait seulement à quel point un simple mensonge pouvait causer des dégâts irréparables, laissant derrière lui des cœurs meurtris et une famille en ruine. Des années ont passé depuis que la vérité a éclaté, mais les cicatrices de la famille Nkwa restent profondes. Paul et Sophie n'ont jamais réussi à se réconcilier. Bien que la vérité ait innocenté Paul, la méfiance et les blessures des disputes ont laissé des marques indélébiles. Sophie, rongée par la culpabilité d'avoir cru les rumeurs, vit toujours chez sa sœur. Elle travaille encore au marché, mais son sourire d'autrefois a disparu. Paul, lui, continue d'enseigner, mais il est devenu un homme silencieux, presque éteint. Leur amour, qui semblait indestructible, n'a pas survécu au poison du doute. Les enfants, maintenant adolescents et jeunes adultes, portent eux aussi les stigmates de cette rupture. Élodie, qui rêvait de devenir médecin, a abandonné ses études. La douleur de la séparation et l'instabilité l'ont poussée à travailler tôt pour aider sa mère. Elle garde une rancune envers Sophie, qu'elle juge responsable de la division de la famille. Samuel, devenu un jeune homme renfermé, a coupé les ponts avec son père. Il vit seul, enchaînant des petits boulots, et refuse de parler du passé. Marie,
La plus jeune, est la seule à garder un lien fragile avec ses deux parents. Mais elle grandit avec une tristesse qu'elle ne peut expliquer, une blessure née de l'absence d'un foyer uni. Le quartier, autrefois si animé par les rires d'Enkwa, a changé. Les voisins, conscients de leur rôle dans la propagation des rumeurs, évitent de parler de cette histoire. Certains ont tenté de se rapprocher de Paul ou de Sophie, mais les deux parents, marqués par la trahison du quartier, restent distants. La maison d'Enkwa, toujours debout, est maintenant habitée par une autre famille. Les murs, qui portaient les dessins des enfants et les souvenirs des repas partagés, ont été repeints, comme pour effacer le passé. Mais pour Paul, Sophie et leurs enfants, ce passé reste gravé dans leur cœur. La leçon la plus douloureuse pour l'Enkwa est que la vérité, même lorsqu'elle éclate, ne répare pas tout. Le mensonge de Marthe a planté une graine de méfiance qui a grandi jusqu'à détruire leur unité. Sophie regrette de ne pas avoir parlé à Paul dès le début. Paul regrette de s'être refermé au lieu de se battre pour son mariage. Les enfants, eux, regrettent l'enfance qu'on leur a volée. Ils ont grandi trop vite, apprenant que l'amour peut être fragile face aux mots malveillants. Cette histoire, bien que tragique, est un miroir de ce que beaucoup vivent. Les cicatrices d'Enkwa rappellent que les paroles ont un pouvoir immense. Un mensonge, même petit, peut briser des liens que des années d'amour ont construits. L'Enkwa, chacun de leur côté, portent cette leçon comme une blessure ouverte. Ils savent maintenant que la confiance est un trésor qu'il faut protéger, car une fois perdue, elle est difficile à retrouver. Leur histoire reste un avertissement, les mots peuvent construire des ponts, mais ils peuvent aussi creuser des abîmes impossibles à combler. Aujourd'hui, les membres de la famille Nkwa vivent séparément, chacun portant le poids de leur histoire. Paul, Sophie, Élodie, Samuel et Marie ont été marqués par la destruction causée par un simple mensonge. Leur maison, autrefois un havre de joie, n'existe plus que dans leurs souvenirs. Mais de cette tragédie, ils ont tiré des leçons qu'ils partagent avec ceux qui croisent leur chemin, des leçons universelles sur la confiance, la communication et le pouvoir des mots. Et la première leçon est de ne pas croire tout ce qu'on entend. Les rumeurs, comme celles lancées par Marthe, peuvent sembler crédibles, surtout quand elles sont répétées par beaucoup. Mais elles sont souvent vides de vérité. Sophie a appris, à ses dépens, qu'écouter les ragots sans chercher la vérité peut détruire ce qui compte le plus. Elle conseille maintenant à tous de vérifier avant de juger, de poser des questions, d'écouter avec le cœur plutôt que de se laisser emporter par le doute. Et la deuxième leçon est de ne jamais laisser le doute ronger une relation. Sophie regrette de ne pas avoir parlé à Paul dès que les rumeurs ont atteint ses oreilles. Si elle avait partagé ses peurs, si elle lui avait donné une chance de s'expliquer, leur famille serait peut-être encore unie. Le silence, qu'elle pensait protecteur, a été son pire ennemi. Paul, de son côté, regrette de ne pas avoir insisté pour briser ce silence. Ils savent maintenant que la communication, même difficile, est la clé pour préserver l'amour et la confiance. Et la troisième et plus importante leçon est que les mots ont un pouvoir immense. Un mensonge, comme celui de Marthe, peut être plus tranchant qu'un couteau. Il peut briser des familles, voler des enfances, détruire des rêves. Mais les mots peuvent aussi construire, réconforter, unir. Les Nkwa ont appris que chaque parole prononcée doit être choisie avec soin, car elle peut changer une vie. Ils encouragent ceux qui les écoutent à utiliser leurs mots pour bâtir des ponts, pas pour creuser des fossés. Cette histoire, bien qu'elle se termine dans la douleur, est un appel à la vigilance. Les Nkwa ne se sont jamais vraiment relevés, mais ils refusent que leur souffrance soit vaine. Élodie, malgré ses rêves brisés, parle aux jeunes de son quartier, les mettant en garde contre les dangers des rumeurs. Samuel, bien que distant, partage parfois son histoire pour montrer l'importance de la confiance. Marie, encore jeune, garde l'espoir qu'un jour, sa famille se réunira. Paul et Sophie, chacun de leur côté, vivent avec leurs regrets, mais ils enseignent à ceux qu'ils rencontrent que l'amour, pour survivre, doit être nourri de vérité et de dialogue. L'histoire d'Enkwa est un rappel universel, un mensonge peut détruire en un instant ce que des années ont construit. Mais elle montre aussi que, même dans la douleur, il y a des leçons à tirer. Ces leçons, si elles sont écoutées, peuvent empêcher d'autres familles de connaître le même sort. Les Nkwa, malgré leurs cicatrices, continuent d'avancer, portant en eux un message simple mais puissant: choisissez vos mots avec soin, car ils peuvent construire un avenir ou détruire un foyer.